veux, moi j'ai commencé à faire un peu de politique malgré moi, si je puis dire, tout simplement parce que j'étais dans un lycée qui était très politisé, le lycée Jules Ferry à Paris, dans le 17e arrondissement de Paris. Et puis à l'époque, en 86-87, eh bien, ma foi, il n'y avait guère que des gens de gauche et d'extrême gauche. C'est-à-dire, c'était vraiment tout le panel de l'extrême gauche qui était représenté, que ce soit des staliniens, des trotskistes, de toute tendance, des anarchistes. Donc forcément, c'est là que j'ai commencé à faire de la politique, mais du mauvais côté. Voilà. Donc, si mes souvenirs sont bons, j'étais plutôt fasciné par la personnalité de Trotsky à ce moment-là, mais voilà, j'étais vraiment le goy non formé politiquement. Donc ensuite, ça a tourné à l'université, c'était pareil. Hein, quand je me suis inscrit à la fac de Créteil, j'étais vraiment encore dans cette perspective cosmopolite. J'étais militant gauchiste, non carté, mais j'étais quand même investi, là, plutôt dans des groupes qu'on appelle communistes libertaires, c'est-à-dire proches des idées anarchistes, représentés par Kropotkin, Bakounine, Pierre-Joseph Proudhon dans une certaine mesure. Donc j'étais l'extrême gauche, mais je l'ai expliqué tout ça dans un ou deux articles, c'est vraiment à partir de 91-92 que j'ai changé d'optique. D'abord parce que je faisais de la sécurité à ce moment-là, je bossais le dimanche, j'écoutais Radio Courtoisie. Malgré cela, malgré le fait que je pouvais écouter Radio Courtoisie toutes les semaines, si tu veux, je restais d'extrême gauche. Donc c'est un peu curieux, d'extrême gauche en écoutant les émissions culturelles de Radio Courtoisie, ça paraît paradoxal. Mais c'est vraiment le déclic, c'est vraiment en lisant la presse nationaliste. Parce que moi je voulais voir pourquoi je ressentais une rage chez les militants d'extrême droite qui écrivaient partout sur les murs « Le Pen vite, immigration, invasion », je sentais une rage, je sentais quelque chose. Et je voulais surtout savoir quel était ce personnage de Jean-Marie Le Pen qui était aussi décrié, aussi diabolisé, qu'on considérait vraiment comme une bête sortie de sa caverne, quoi. Et donc j'ai voulu en savoir plus par moi-même. J'ai acheté le journal Présent un jour dans un kiosque à journaux, dans le 20e arrondissement de Paris, et je sais que je n'avais pas été convaincu. C'était une période où il y avait une grève des ouvriers de l'imprimerie. Et le journal Présent avait titré que c'était le syndicat qui faisait la pluie et le beau temps dans ce domaine. Pour moi, c'était le grand patronat qui dirigeait, c'était pas les syndicats. J'avais pas du tout été convaincu. C'est en achetant National Hebdo la semaine suivante, parce que tu vois, je voulais vraiment savoir ce qu'il en était. Hein. Et je peux t'affirmer que quand je suis allé chez le boutiquier en demandant National Hebdo, j'étais pas fier. Je baissais la tête, je voulais pas comprendre. Pour moi, c'était vraiment une honte d'acheter un truc d'extrême droite. Mais ça m'a permis de comprendre des choses que je voyais nulle part ailleurs, et notamment, un, sur l'immigration, et deux, sur le problème sioniste, comme on dit. Et là, j'ai appris que telle et telle personnalité appartenait à une petite communauté dont tout le monde parlait, mais dont personne ne comprenait le problème, en tout cas à gauche. Le déclic, en fait, tu vois, tu me demandes de remonter au point de départ, j'y ai repensé récemment. Le déclic, c'était une manifestation de gauche. Alors, ne me demande pas laquelle, ça devait être dans les années 91, 92. Évidemment, comme à chaque fois, à la fin du cortège, à la fin de la manif, il y a des heurts avec les flics. On est en face de CRS, ne me demande pas où, je ne sais pas. Il y a des CRS face à nous, il y a les militants gauchistes qui sont là, et il y a aussi déjà des racailles de banlieue. Et je crois que j'interpelle un de ces mecs-là, enfin on est amené à se parler, on se côtoie, et je me rends compte que ce type, un noir, un Africain, un Congoïde, comme dirait Henri de Lesquen, qui est fringué avec des survêtements de marque, Adidas, tout ça, et je me rends compte que j'ai strictement rien à faire avec lui, quoi. Lui, ce qu'il veut, c'est consommer, c'est avoir du fric, c'est vivre bien dans cette société. Il veut pas changer la société. Pourquoi il conne contre les CRS ? On sait pas. Peut-être pour un bon moment de plaisir. Enfin, tu vois, ça vole vraiment très bas. Et là, je me rends compte que j'ai rien à faire avec ces gens-là, et qu'en fait, le projet de société que nous, anarchistes, on propose, finalement, l'ouverture des frontières, ça correspond à quoi ? Ça aboutit à quoi ? Ça aboutit à une société à l'américaine, où il y a plein d'immigrés qui viennent de tous les horizons et qui sont phagocytés par cette société de consommation. Il y a aussi évidemment en arrière-fond l'égalité sociale. Évidemment, en arrière-fond, c'est plutôt ce qu'il y a au premier plan, l'égalité sociale. Mais de fait, et on le voit, 70 ans après la chute de l'Union soviétique, et disons l'effondrement de ces idées cosmopolites, en tout cas qui se rattachent, disons, au marxisme et au socialisme libertaire. Ces idées, ceux-là, se sont quand même effondrées à partir des années 90. On se rend compte qu'en arrière-fond, il y a surtout
l'ouverture des frontières. Parce que c'est ce que j'ai écrit dans un article, toutes ces banlieues rouges qu'il y avait dans les années 50, 60, 70, aujourd'hui ce sont des banlieues africaines. Les Français sont partis, il reste des immigrés essentiellement. Est-ce que la condition des salariés et des ouvriers français a changé après 70 ans de communisme ? Je ne crois pas, non, je crois que ça s'est plutôt empiré, tu vois. Mais par contre, les immigrés sont entrés, ils sont là, aujourd'hui on vit dans une société multiculturelle qui est prégnante à tous les niveaux quand on est en région parisienne, et dans beaucoup d'autres villes d'ailleurs. Donc, si tu veux, le point de départ, pour vraiment remonter au point de départ, c'est quand même l'immigration qui m'a posé un problème. Et dans la lettre de rupture que j'envoie à l'organisation communiste libertaire que j'ai conservée, je termine en disant « Vive la Pologne, messieurs », pour signifier que les nations existent. Les nations existent, elles sont là, et ça représente quelque chose avec quoi il faut compter, quoi. Et pourtant, tu vois, il y avait la guerre en Serbie à ce moment-là, ou qui est venue un petit peu après, à partir de 91. Et je me souviens très bien que je m'étais fait la réflexion. La guerre en Serbie entre Croates et Serbes, c'était une guerre de beauf. Et je crois que j'avais dit ça à quelqu'un, c'est une guerre de beauf. C'est-à-dire que pour moi, c'était une question d'identité. Et la question d'identité, quand tu es communiste libertaire ou marxiste, ça n'a aucun intérêt. L'identité n'existe pas. Nous sommes tous des hommes, nous sommes tous des frères. Les identités n'existent pas. Et le fait que des deux armées puissent se confronter simplement pour une question d'identité, alors qu'eux-mêmes en plus parlent une langue qui est quasiment identique, écrivent une langue identique, sauf qu'il y en a qui écrivent en cyrillique, les Serbes, et les autres en écriture latine, ça me paraissait vraiment aberrant, quoi, de se battre juste pour une question d'identité, se battre pour une question de couleur de peau, pour une question de religion. Quand tu es gauchiste, c'est nul, quoi. Tu comprends pas ça en fait, alors que c'est ce qui fait l'histoire. Mais quand tu es gauchiste, tu comprends pas l'histoire, parce que tu raisonnes avec un logiciel qui est sorti en fait de la cervelle d'un mec, essentiellement Karl Marx, qui nous a fait une conception du monde qui ne correspondait strictement à rien, mais il y a eu une telle publicité, il y avait aussi la personnalité de Karl Marx et des gens qui l'ont suivi, qui ont été tels que des centaines de millions d'individus, en Occident principalement, mais même aussi dans les pays arabes et même partout dans le monde, qui ont été pris par le marxisme, dans le grand sillage du marxisme, et qui pendant des décennies ont cru que l'histoire de l'humanité, c'était l'histoire de la lutte des classes. Alors qu'en fait, tout nous démontre l'inverse. Quand il y a une guerre entre Croates et Serbes, ou entre Turcs et Kurdes, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est pas une question de lutte de classe, c'est pas une question de pouvoir d'achat, c'est pas une question de prime panier repas, tu vois. C'est juste une question d'identité. Et quand t'es communiste, tu comprends rien à ça, tu passes à côté de tout. Voilà, donc moi mon travail, disons, depuis que je suis sorti de cette ornière, c'est d'essayer de faire comprendre à ces gens-là, qui sont restés dans l'ornière, cosmopolite, que l'histoire de l'humanité, c'est pas ça, c'est autre chose. Donc, il peut y avoir des choses intéressantes dans le marxisme. Je dis pas le contraire. Enfin, moi, je le pense pas foncièrement, si tu veux. Il y a toujours des choses intéressantes à prendre partout. Mais foncièrement, si tu veux comprendre le monde dans lequel on vit, il faut se départir de la grille de lecture marxiste. Là-dessus, je suis en décalage avec certaines personnes. Voilà. Si on a envie de rester dans cette grille de lecture, on peut aussi considérer que dans l'humanité, ma foi, eh bien, il y a une classe de travailleurs, que ce soit des salariés du tertiaire ou du secondaire, dans l'industrie. Bon, maintenant, c'est essentiellement dans les pays asiatiques. Ou même les paysans. Je veux dire, un paysan pauvre comme moi, mes grands-parents pouvaient l'être au fin fond de la Bretagne. C'était pas des bourgeois. C'était des paysans on peut considérer que tout ça, ce sont le prolétariat mondial, et qu'il y a une super classe, ou une hyper classe mondiale, comme le dit Jacques Attali, au-dessus de tout ça, sur le plan international, à l'échelle planétaire, par-delà les frontières, qui effectivement dirigent le monde. On peut aussi considérer les choses de cette manière. Là, effectivement, on peut peut-être dire, est-ce que c'est une grille de lecture marxiste de voir les choses comme ça ? Ça correspond à une réalité. Mais le fait est, c'est que, tu vois, ceux qui votent pour des idées patriotiques, que ce soit en France ou ailleurs, c'est essentiellement le petit peuple. C'est pas le bourgeois qui vote pour les idées. Et donc c'est exactement l'inverse de ce que disait Karl Marx et de ce qu'ont pu dire d'autres marxistes ou d'autres trotskistes. Contrairement à ce que c'est Jean Jaurès qui disait qu'un ouvrier finalement n'avait rien d'autre que le patriotisme. Enfin, il me semble, peut-être que je me trompe.
Toujours est-il que ça correspond à une réalité. Ce qui est sûr, c'est que sur les 11 millions d'électeurs du Front National, on peut aimer ou pas Marine Le Pen et le Front National, peu importe. Disons, les gens qui ont des idées patriotiques, c'est essentiellement des petites gens. Et si on est aussi peu représenté à la télévision, à la radio, à la tête des administrations, c'est que voilà, les gens qui nous suivent, les gens qui sont patriotes, qui défendent l'identité française face au déferlement migratoire afro-asiatique, ce sont des petites gens, c'est le petit peuple qui est peu instruit. Et tout de même, on le voit bien, aujourd'hui, plus tu es instruit en France, plus tu votes à gauche, plus tu es cosmopolite. Enfin, à gauche ou à droite, c'est la même chose, hein, on le sait bien. Mais donc, voilà, moi, quelque part, je défends aussi le petit peuple contre cette oligarchie financière et culturelle. Bah, évidemment non, mais je pense qu'en 1870, on n'est pas dans ce patriotisme républicain. En 1914, là tu as raison, je pense qu'il y a une bonne partie du patriotisme français qui vient de ces valeurs qui ont été inculquées par la République française. C'est-à-dire, la République française doit apporter ses lumières à l'ensemble de l'humanité, y compris aux Germains qui sont mal dégrossis, et qu'on traite de tous les noms, pas seulement dans les manuels scolaires, mais aussi par tous les politiciens français de l'époque, de droite. Et là, c'est la gauche qui représente, à mon avis, la raison plutôt à cette époque. Clémenceau était-il un mec de gauche, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, mais effectivement, à ce moment-là, je pense qu'une partie du patriotisme français nous vient de ces valeurs républicaines. Il y a la revanche sur l'Empire germanique, c'est une chose, mais aussi la volonté de briser les empires en Europe. L'Empire d'Autriche-Hongrie, la monarchie austro-hongroise, l'Empire prussien, le tsarisme et l'Empire ottoman. C'est-à-dire que c'est une guerre politique déjà. Il y a une volonté d'établir des démocraties, des républiques partout en Europe. Aujourd'hui, c'est partout dans le monde, mais en 1914, il y a la volonté de détruire tout ce qui représente la vieille monarchie européenne, notamment catholique. Même si ensuite, on peut se poser des questions, la question de savoir est-ce que la monarchie austro-hongroise représente les valeurs traditionnelles ou pas. Adolf Hitler, dans Mein Kampf, le dit très clairement. Pour lui, la monarchie austro-hongroise est à éradiquer de la surface de l'Europe. C'est vraiment le parangon, le modèle même du cosmopolitisme européen, avant même la France. Il est l'Autriche-Hongrie, Hitler. Il donne ses raisons. Alors effectivement, ta question est très importante, parce que là, on a une conjonction de deux patriotismes. Il y a le patriotisme républicain, celui que flatte, comme il s'appelle, Michel Vinocq. Michel Vinocq qui a écrit un bouquin sur le patriotisme. Enfin, il fait la distinction entre patriotisme ouvert et patriotisme fermé. Le patriotisme fermé, pour lui, c'est tout ce qui est nationaliste, monarchiste, fasciste, etc. Fermé, sectaire, intolérant. Et le patriotisme ouvert, c'est-à-dire ouvert à toutes les races, toutes les religions, et la volonté d'établir des républiques partout dans le monde. Donc voilà, ça c'est sa distinction à lui. Moi je rentre pas du tout dans ce jeu-là, qui est le jeu en fait que joue et que favorise aujourd'hui les sionistes, c'est-à-dire imposer la démocratie partout dans le monde et justifier les bombardements en Syrie, en Irak, en Iran. Ils aimeraient bien faire une guerre contre l'Iran, les bombardements, enfin voilà, partout, essentiellement dans les pays musulmans aujourd'hui, mais pas uniquement, puisqu'ils ont été quand même à l'origine de la guerre contre la Serbie, qui n'est pas un pays musulman, c'est-à-dire imposer des démocraties sous le prétexte que ce sont des dictatures, ils sont dirigés par des dictateurs, et que pour le bien de l'humanité, il faut y remplacer ces régimes par des démocraties de type parlementaire occidental. Voilà. Donc en 1914, il y a cette conjonction à la fois du vieux patriotisme français anti-germanique, et du patriotisme républicain ouvert, comme dirait Michel Vinocq, qui est en fait un patriotisme cosmopolite universel, c'est-à-dire un cosmopolitisme et non pas un patriotisme. Voilà. Ils reprennent le drapeau français, et ils l'agitent, ils chantent la Marseillaise plus fort que nous, c'est ce que je dis dans les Espérances planétariennes, ils chantent la Marseillaise plus fort que nous pour nous embriguer dans leur guerre, qui n'est pas la nôtre. Tu vois ? Mais moi, je jette la pierre aussi bien à ce Michel Vinocq, universitaire qui officie à Sciences Po, je ne sais pas si c'est toujours le cas, qui nous jette dans les guerres sous le prétexte qu'il faut imposer des démocraties, mais je jette aussi la pierre contre ces patriotes français maurassiens qui nous ont poussés à la guerre contre l'Allemagne. Et au final, ça aboutit à quoi tout ça ? Ça aboutit à sauver la République française, c'était la Troisième République, à briser l'Empire prussien, qui était quand même un empire, je dis pas traditionnel, mais enfin il restait quand même des forces traditionnelles dans l'Empire prussien, à briser l'Empire d'Autriche-Hongrie. Je ne dis pas que c'était formidable, l'Empire d'Autriche-Hongrie, loin de là, mais il restait des forces traditionnelles, malgré tout.
à briser l'Empire ottoman et à briser surtout l'Empire tsariste, qui représentait la principale puissance qui s'opposait au cosmopolitisme universel à cette époque. Et ça, c'est très clair. La guerre en 1914, alors effectivement, comme dit Pierre Hillard, il y a des sionistes, on va dire sionistes parce que voilà, ça met un petit bémol au mot de 5 lettres, au mot de 4 lettres qui pique un peu les oreilles. Des anarchistes qui viennent distribuer leurs tracts à la fête des Bleus, Blancs, Rouges, comme Pierre Guillaume qui se réclame du marxisme. La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 10 ans, hein. Il se réclamait toujours du marxisme. Je dis, mais pourquoi tu vas pas distribuer tes tracts à la fête de lutte ouvrière ? Pourquoi tu viens distribuer tes tracts au BBR ? Donc non, faut arrêter. Je conçois que des gens viennent à nous par le biais du révisionnisme. Et c'est vrai que certains anarchistes sont assez dubitatifs sur ces histoires. Ils viennent à nous. C'est pas nous qui allons vers eux, c'est eux qui viennent à nous. Moi, je connais pas de nationaux qui dérivent vers l'extrême gauche. Je connais pas. C'est un exemple. J'ai pas d'exemple de ce type. En revanche, des gens d'extrême gauche qui viennent au patriotisme, il y en a des paquets. Hein. Pour ceux qui sont représentés au Parlement, c'est la République. Moi, je raisonne pas en termes de partis politiques. Ce que je vois, il faut bien situer les gens quelque part. On dit extrême gauche, si tu veux, par facilité de langage. On pourrait dire aussi cosmopolite libertaire ou cosmopolite marxiste. Système de parti. Non, je ne crois pas, mais enfin les gens ont besoin de se regrouper pour mieux faire passer un message. Donc de toute manière, il y aura des partis, il y a toujours des groupements. La question est de savoir, est-ce qu'on reste en démocratie parlementaire, c'est-à-dire avec une représentativité parlementaire qui aujourd'hui, enfin en l'occurrence, ça ne représente plus grand-chose, puisqu'il y a des millions d'électeurs, qui ne vont plus voter, et quand ils votent, je passe pour les électeurs du Front National, ne sont pas représentés, ou très peu de manière ridicule, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc ça reste encore autre chose. Patriotisme est probablement plus toléré dans les pays anglo-saxons aujourd'hui qu'en France ou a fortiori qu'en Allemagne. Les Allemands, effectivement, subissent depuis la fin de la guerre vraiment des bombardements idéologiques et culturels qui sont phénoménaux, plus qu'en France même, je crois. Hein. Mais moi, je regarde le résultat, je regarde à quoi on aboutit. Est-ce que la société américaine ou la société anglaise aujourd'hui est plus traditionnelle que la société française ? Il y a des gens qui sont allés à Londres récemment qui m'ont dit que sur le plan démographique, Londres ressemble à une ville du tiers-monde. Et puis aujourd'hui dirigée par un maire musulman. Nous, on n'en est pas encore là. Tu vois ce que je veux dire ? Le processus de pourrissement est de manière plus avancée, quasiment plus avancée en Angleterre qu'en France. Regarde la Belgique. Va à Bruxelles. C'est une monarchie, mais le processus de décomposition de la société traditionnelle est plus avancé en Hollande et en Belgique qu'en France. Ceci dit, quand tu es à Paris, c'est déjà pas mal avancé, mais on n'est pas encore au stade final. Hein. Quand tu es gauchiste, tu adores toutes les cultures du monde, mais la tienne, elle te dégoûte. Voilà, ça paraît incroyable. Vraiment, c'est un univers à part, c'est un logiciel à part, et tu ne vois pas certaines choses. Moi, je me souviens parfaitement avoir été dans un bus aux alentours de la porte de Montreuil, le bus Petite Ceinture. Le bus était bondé de Noirs et d'Arabes. Et je me sentais bien, parce que pour moi, c'était la fin du capitalisme. Et je me souviens même, et ça avec plusieurs années de retard, que dans ce bus, sur la porte, il y avait un autocollant Le Pen vite, ouvrez les yeux, avec des yeux bleus, tu vois, et ça ne me touchait pas. J'étais tellement dégénéré, tellement pourri par des idées cosmopolites que je ne voyais rien de tout ça. C'est seulement après que je me suis dit, mais comment ça, à la fin du capitalisme, parce qu'il n'y a plus de blancs ? Non, non seulement le capitalisme est toujours là et toujours plus puissant, par contre, les hommes blancs ont disparu. Et finalement, tu vois que derrière ces beaux sentiments, ces belles idées d'ouverture des frontières, il y a une haine féroce de l'homme blanc, du chrétien, de l'occidental, et surtout de l'homme, pas de la femme. Hein. Regarde sur les affiches que tu peux voir dans la rue, les affiches publicitaires, derrière les vitrines des magasins de fringues. C'est une femme blanche, un homme de couleur. L'homme blanc, il est quasiment systématiquement évincé. Comme si c'était lui la bête, le chien à battre. Surtout l'homme blanc d'âge mûr qui représente le danger, quoi. Alors si en plus il est cultivé, et si en plus il comprend la question sioniste, judéo-sioniste, voilà, c'est l'homme à abattre. Voilà. Donc moi je me positionne, je dirais pas classiquement d'extrême droite, parce que le terme d'extrême droite englobe tellement de gens différents. Et moi, je me positionne, c'est ce que je disais après tout à l'heure, on ne s'éloigne pas du noyau dur. Et pour moi, le noyau dur, c'est d'abord l'homme blanc. Ça m'empêche pas de parler avec des Noirs et des Arabes. J'étais au Théâtre de la Main d'Or il y a un mois et la semaine dernière. Je parle avec des Arabes. Alors, monsieur Rissen, très bien ce que vous faites, super, en arabe. Hein. Mais alors, vous avez dit que vous étiez contre l'islamisation contre
contre l'islam en France. Je dis oui, je suis hostile à la présence de l'islam en France. Et puis je lui dis, mais je parle avec lui gentiment, normalement. L'islam a sa place de Casablanca jusqu'à Jakarta, ça fait déjà 15 000 km. On n'a aucune raison, si tu veux, d'habiter dans un pays musulman en plus, que ce soit en France, en Angleterre ou en Belgique. Donc moi je parle avec tout le monde, je suis même tout à fait disposé à parler avec des juifs, que ce soit avec Goldnadel, Zemmour, des juifs d'extrême droite ou même des juifs d'extrême gauche. Simplement, c'est eux qui veulent pas parler avec nous. Parce que nous, on sait qui ils sont, on sait ce qu'ils font, on connaît leur manière d'agir. Mais Céline le dit dans Bagatelle pour un massacre, il a vécu en Afrique, lui, puisqu'il était militaire pour le compte de la SDN, je crois, dans les années 20. Il le dit très bien, très clairement, les Noirs en Afrique, mais ils sont magnifiques, ils sont adorables. Mais le problème, en fait, il est même pas là. Le problème, c'est que les Noirs, les étrangers sont souvent très sympas. C'est malheureux. Non, alors je vais me faire traiter d'islamophile encore, tu vas voir. Mais le fait est là, c'est que moi je connais un peintre qui vend ses peintures dans la rue. Et le mec, il est proche de nous, proche de nos idées, il vend ses peintures dans la rue. Donc il aborde les gens dans la rue. Il me dit, les blancs sont souvent plus désagréables. Alors moi je regarde toujours pourquoi. J'essaie de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on est plus désagréable? Et c'est vrai que moi je peux te dire que quand je suis en voiture, à un feu rouge, que ce soit porte de Bagnolet, porte d'Asnières ou porte d'Auteuil, et qu'il y a un Zigane qui fait la manche, Zigane ou pas d'ailleurs, qui fait la manche, il a juste à me voir pour savoir que c'est même pas la peine de venir vers moi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, il le sait que c'est même pas la peine de venir me voir parce que je suis un facho, quoi, il le voit. Donc je suis nationaliste, dit facho c'est le terme générique pour dire t'es l'extrême droite, on parle pas avec toi. Mais ce que je veux dire c'est que pourquoi on est comme ça? Parce qu'on voit qu'on est envahi et qu'on est impuissant, on est incapable de réagir concrètement à cette invasion. Ça fait 30 ans qu'on croit au Front National et 30 ans qu'on se casse les dents à chaque élection, tu vois. On en a marre, on en a ras le cul, on a envie de taper, on a envie de cogner, on a même envie de tuer. Et tous les gens autour de nous ont envie de prendre des armes, c'est clair. Et les renseignements généraux, des séries, là, ils le savent très bien, on en a ras-le-bol, quoi. Et quand ensuite, dans le métro, t'as un mec qui fait la manche, tu te dis non, là où le gauchiste, lui, quand j'étais gauchiste, je me souviens très bien que ostensiblement, il y avait un black, noir, un congoïde, comme dirait Lesquin, j'aime bien ce terme, qui vient jouer de la gratte dans le métro. Ostensiblement, j'ai vidé mon porte-monnaie dans sa main. Pour dire, je suis avec toi, je suis pour le cosmopolitisme, je suis pour les immigrés, tu vois. On est tellement dégénérés quand les gauchistes qu'on se déteste. Moi, c'est ça le message que j'aurais envie de faire passer à un gauchiste. Regarde les bouquins qu'il y a dans ta bibliothèque et dis-moi s'il n'y a pas un point commun entre les différents auteurs. Tu sais, c'est 10 ans après, rétrospectivement, que tu as des souvenirs. Je me souviens quand j'étais au Nicaragua, c'est en 1989, mais c'était après, quelques années après. Et je m'étais rendu compte que j'avais une préférence pour les livres dont les auteurs avaient un nom bizarre. Si c'était Goldenblum, Schapierstein ou Sarfati, je me disais, tiens, c'est bien, c'est pas une consonance française. Mais si c'était Jean-Claude Dupont-Durand, ça sent le facho, ça déjà, tu vois. C'est-à-dire qu'on a été inculqué, on a été lobotomisé, quoi. Vraiment, il y a eu un lavage de cerveau quand t'es gauchiste, ce qui fait que instinctivement, tu détestes ta famille, ton lignage, tes parents, ton pays, ta patrie, ta religion et ta race. Donc, regarde, j'allais donner, quand j'habitais Place de la Réunion dans le 20e arrondissement, j'étais allé donner un paquet de fringues, de vieux fringues, avec des vestes en cuir, au mec qui occupait la place de Réunion et l'église qui avait à côté. Je sais plus c'était quelle église, Saint-Bernard, j'en sais rien, enfin bref. Mais j'allais donner en priorité mes vêtements aux Africains. Ils étaient, je m'en souviens très bien, j'étais gauchiste, ils s'étaient jetés sur les fringues. Tu crois qu'il y aurait eu un remerciement? Rien. Parce qu'ils sont tellement habitués à ce qu'on leur donne tout, qu'ils nous considèrent comme des couillons, quoi. Si un jour, il y a un décret gouvernemental qui retire les aides sociales aux immigrés, ne serait-ce qu'aux immigrés clandestins, tu vois, ou aux immigrés en France seulement depuis 2 ans, par exemple, il y aura des émeutes. Parce qu'à partir du moment où tu donnes quelque chose à quelqu'un gratuitement, et qu'au bout d'un moment tu lui retires, le mec il va te haïr et il te remerciera pas pour tout le bien que tu lui as fait pendant 2 ans. Il va te haïr parce que tu lui retires ce qu'il estime être son dû. Alors qu'en fait rien ne leur est dû. Et je peux t'affirmer que ça, tu vois, ça m'est resté en mémoire. Là je te parle de 25 ans après. Hein. Je leur donne des fringues, tu crois que j'aurais eu un remerciement? Rien. Et c'est tous ces petits trucs s'accumulant, comme le noir, le congoïde dont je te parlais à la manifestation, avec son sport, on s'était un peu engueulé parce que moi j'avais un discours politique et lui il avait un discours de racaille, quoi. Et c'est ces petits faits-là qui font que tu me demandais comment se fait-il que je suis devenu ce que je suis? Bah, ça s'accumule, et au bout d'un moment, le Français, il comprend qu'il se fait baiser la gueule. Il commence par voter Front National, et s'il est pas trop con, s'il est un peu instruit, il arrive à nous. Alors il passe souvent par Soral et Dieudonné d'abord, et là, publiquement, je le dis clairement, hein, Dieudonné et Soral ont fait un boulot
magnifique. Il y a beaucoup de points sur lesquels on n'est pas d'accord, sur le racisme, sur la conception de l'identité française. Moi, je suis raciste, racialiste, Soral ne l'est pas, Dieudonné, évidemment, encore moins. Alors, par ma mère, je suis lié de manière éternelle à la Bretagne. Merde, quand même. Mais je vais te dire un truc, moi je suis pas comme certains militants qui, à la moindre petite divergence idéologique, vont se mettre à te détester et à t'insulter, parce qu'ils sont pas d'accord sur tel point de la doctrine. Moi, ce que je vois, c'est le résultat, l'efficacité. Je raisonne en termes d'efficacité. Si tu me demandes quel est mon Dieu, moi, mon Dieu, c'est efficacité. Je suis désolé pour les chrétiens, j'espère qu'ils vont pas m'en vouloir pour ça, parce que tu sais, le moindre petit truc, que ce soit des chrétiens, des musulmans, je veux dire, quand tu es dans un milieu militant, si t'es pas entièrement, si tu souscris pas entièrement au programme, c'est que t'es un traître. Moi, ce que je veux dire, c'est que Dieudonné, même si aujourd'hui, il te disait, j'emmerde les Français, j'emmerde les Blancs, moi, je suis Camerounais, je vais retourner au Cameroun avec tout le pognon que je me suis fait sur bande d'enculés, même s'il disait ça, je lui cracherai jamais dessus, parce que pendant 10 ans, il a fait un super travail, il s'en est pris plein la gueule. Bon, il a fait un peu le dos rond après 2014, ça peut se comprendre. Moi, personnellement, c'est pas ma manière de faire. Mais même s'il disait que les Blancs étaient des cons, je vous emmerde, je me barre au Cameroun avec tout mon fric, je lui cracherai pas dessus à Dieudonné. Mais de toute façon, je m'en fous. Je m'en vais. La France de Zemmour m'a excommunié. Celle de BHL, de Finkielkraut, d'Hanouna. Ces êtres de lumière qui incarnent aujourd'hui la grandeur et le panache français. Je vous les laisse, monsieur le juge, je me barre. Mais je ne suis pas le plus à plaindre. Moi, j'ai un pays qui m'attend. Enfin, un pays, une forêt. Mais oui, mais rigole, vous, peuple de France, qu'allez-vous devenir ? Allez-vous survivre à l'occupation des banques et de leurs médias ? Voir un peuple que l'on aime perdre, tu sais, sa dignité, son histoire, tu sais. Car en vérité, je vous le dis, peuple de France, je vous aime. France, pays extraordinaire, culture extraordinaire, chantre du raffinement, de l'élégance. Et vous voilà devenu aujourd'hui la dernière des putes de parking sur l'autoroute de la décadence américaine. Faut bien qu'un bon boula vous le dise. Ça part en couille, votre histoire. Et je cracherai jamais sur Soral parce qu'ils ont fait un boulot remarquable et que ça fait 10 ans que je vois dans le milieu nationaliste des militants purs et durs, des vrais nationalistes. À chaque fois, je leur pose la question, comment t'es arrivé à nous ? Dieudonné d'abord, Soral ensuite, et puis tout naturellement, ils arrivent au milieu nationaliste. Enfin, en tout cas, pour partie, si tu veux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire aussi preuve un peu de tolérance, quoi. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur un point qu'on doit forcément s'insulter et créer son parti pour faire pièce à l'association où tu étais. Tu vois, un mec, je veux même pas citer son nom à ce chien, il a trahi Soral Dieudonné, ensuite il s'était passé pour un facho, et ensuite il vient nous cracher dessus, il s'acoquine avec des sionistes. Putain, en l'espace de 2 ans, il est passé de Dieudonné au militantisme pro-sioniste, quoi. Tu vois, faut arrêter. Non, mais c'est pas la peine. Non, mais c'est pas la peine de parler. C'est pas la peine de parler de ça. C'est pas la peine de parler de ça. Oui, voilà. Mais c'est une question de mentalité. C'est une question aussi de personnalité. Moi, ce que je regarde, je te répète, je regarde l'efficacité. Même si t'es pas d'accord avec moi, si tu contribues à amoindrir, à effriter la puissance de notre ennemi, de ce que j'estime être notre ennemi principal, même si t'es pas d'accord avec moi sur 10 points, je dirais, pas mal, continue. Tu vois ce que je veux dire ? Regarde comment raisonnent nos ennemis. Ils ont un ennemi principal. Enfin, nos ennemis, en l'occurrence, il n'y a pas que, je veux dire, tous les francs-maçons, les démocrates, que ce soit Manuel Valls. Il n'est pas juif, Manuel Valls. Bon, il est éternellement lié à Israël, on le sait, mais il n'est pas juif. Macron, il n'est pas juif. Macron, il est éternellement lié à Israël, lui aussi, mais sans être juif d'une autre manière. Et ce que je veux dire, c'est que ils ont un ennemi principal sur le plan géostratégique, géopolitique, c'est clair, c'est l'Iran. Ils veulent casser l'Iran. Ça fait déjà, dès 2006, dès qu'Ahmadinejad est passé au pouvoir, Kouchner nous disait, nous le rabâchait sur toutes les ondes, briser le régime iranien qui lui menace d'avoir la bombe nucléaire. Je veux dire, Saddam Hussein, il avait des super armes chimiques, bactériologiques, tout ce que tu veux, c'était la 4e puissance mondiale, c'était le nouvel Hitler, puis au final, c'était rien du tout, il fallait juste casser l'Irak pour protéger Israël. Là, il faut casser l'Iran pour protéger Israël. Il fallait casser la Syrie pour protéger Israël, casser le régime de Kadhafi pour protéger Israël, mais eux, ils disent pas ça comme ça. Comme disait Elie Wiesel sur le plateau de Thierry Ardisson, non, il faut
détruire Saddam Hussein, non pas pour Israël, mais pour la paix dans le monde. C'est toujours leur manière de détruire, de t'enverlificoter, de circonvenir, tu vois, la paix dans le monde. Non, dis les choses clairement, c'est pour protéger Israël. Tu veux nous embraguer contre le Hezbollah pour protéger Israël. Arrête de dire que c'est pour protéger les Français. Arrête de dire que nous, les sionistes, nous sommes le fer de lance de l'Occident au Proche-Orient. Faut arrêter de dire des conneries, quoi. Moi, c'est ça qui m'ulcère, quoi. C'est de voir des patriotes sincères qui viennent nous dire que, quand même, les Juifs au Proche-Orient, ils nous protègent, ils nous montrent l'exemple, une bonne politique sécuritaire. Mais j'ai envie de leur dire, mais ça fait 50 ans que quand vous allez au cinéma, vous prenez des films dans la gueule favorisant l'immigration, le métissage, la tolérance, l'homosexualité, vous regardez les noms de ces réalisateurs, vous vous rendez compte que ce sont des juifs, il faut le dire clairement, et malgré ça, vous considérez qu'ils sont formidables parce que contre les Palestiniens au Proche-Orient, ils ont une politique sécuritaire. Même chez les antisionistes de gauche, tu vois, j'ai lu un bouquin de Georges Corme qui est visiblement proche des antisionistes de gauche, Mélenchon et compagnie. Ce qu'il écrit sur les juifs, t'as l'impression que c'est un juif qui l'écrit. Je pense pas que Georges Corme soit juif, hein. C'est un universitaire libanais, mais visiblement il a été phagocyté par la doctrine marxiste depuis longtemps. Et ce qu'il dit sur les juifs, c'est de la phraséologie juive, hein. C'est-à-dire théorie du bouc émissaire, persécuté on ne sait pas pourquoi, le régime nazi c'était épouvantable, etc. Mais antisioniste. Enfin, tu vois ce que je veux dire, antisioniste. C'est bien beau l'antisionisme, mais moi ce que je regarde c'est l'intérêt des Français et des Blancs ici en France d'abord. Donc l'antisionisme c'est autre chose, c'est la question palestinienne au Proche-Orient. Donc j'ai plutôt de la sympathie pour les Palestiniens, certes, mais est-ce que les Palestiniens ont de la sympathie pour les patriotes français qui se battent en France? Une partie, oui. Mais quand je vois les défilés de Mélenchon et de Besancenot, bon, Besancenot, c'est un has-been maintenant, hein, mais quand je vois ces antisionistes-là, tu crois qu'ils ont de la sympathie pour nous? Pas du tout. Pourquoi est-ce que j'aurais de la sympathie pour eux? Un mec comme Georges Corme, tu vois, je lis son bouquin, j'ai pas de sympathie pour lui. Quand il y a quelques années, la librairie d'extrême gauche antisioniste dans le 17e arrondissement avait été fracassée par des mecs de la LDJ ou du Bétard, si tu veux, ça me laisse indifférent, je m'en fous, ces gens-là n'ont pas de sympathie pour nous, ils nous considèrent comme des fachos atroces, des fachos horribles, on n'est pas dans le même milieu, tu vois ce que je veux dire? Moi je suis pas antisioniste, je suis, pour parler par euphémisme, je suis judéo-sceptique, c'est-à-dire que je doute que le peuple juif soit le peuple élu de Dieu, je pense que ça tombe pas encore sous le coup de la loi, en tout cas je me permets de le dire. Voilà. Oui, c'était au procès de Kémy Séba, ça devait être en 2006, et il y avait un type qui suivait un petit juif qui suivait le procès, et moi je discute avec lui de manière naturelle, hein, moi j'ai aucun problème. Hein. Mais les deux seules fois où j'ai ensuite... Alors j'ai jamais été insulté, menacé, hein, jamais. Ils ont quand même conscience que je représente quelque chose, et que sur le plan intellectuel, ça serait une défaite pour eux de me casser la gueule physiquement. Ils peuvent le faire. Hein. Une fois j'ai eu un problème avec eux, au métro Villiers, dans le 17e arrondissement, je distribuais la brochure Israël et la traite des Blanches. Il y avait un reliquat, un stock restant. Et avec deux mecs, je distribuais la brochure, et là, très rapidement, ils nous sont tombés dessus. Deux mecs avec des casques, avec un scooter. Comme dit Dieudonné, c'est toujours à deux, mais c'était pas par derrière, c'était par devant. Et comme nous, on était trois, je m'étais dit, bon, ils sont deux, on est trois, même s'ils sont costauds avec un casque. Sauf que je me suis rendu compte sur le tard qu'on n'était plus trois, mais que j'étais tout seul. Donc, mais ils auraient pu me faire beaucoup de mal, ils l'ont pas fait. Tu vois, donc, mais pas de menaces, hein, jamais de menaces. Les seuls qui m'ont menacé, c'était des gauchistes, anarchistes, quand je me foutais de leur gueule sur Internet, sur un article, concernant un article sur l'antifascisme. Donc ça les avait un peu blessés. Mais non, jamais de menaces. Ils t'ignorent, quoi. Ils font comme si t'existais pas. Par contre, si, sur le plan judiciaire, ils t'ignorent pas. Ils te traitent devant les tribunaux. Hein, ça. Dans le coup là, je crains donc 11 mois de prison ferme pour des tweets, des petits messages Facebook. Jamais pour les livres. Ils ont essayé de faire... la LICRA demandait l'interdiction de mon livre sur les escrocs, les milliards d'Israël, donc 2014, Madoff, les grandes escroqueries, la taxe carbone, les escroqueries de la bourse en ligne, enfin, les escroqueries en général. 400 pages, 320, 330 pages. Donc nous demandons l'interdiction et la destruction du livre. Bon, alors il y a eu un référé et j'ai gagné le procès, mais en référé. C'est en référé, c'est pas devant un tribunal, c'est dans un bureau d'un petit juge qui prend une décision. Donc il a considéré qu'il fallait peut-être pas pousser les mémés dans les orties, comme on dit, et qu'il fallait pas pousser le bouchon trop loin. Donc ils ont perdu leur procès. Mais ils m'ont fait condamner à 2 mois de prison ferme pour la couverture. La couverture de livre.
Donc, Sur des détails, sur des tweets. Alors ensuite c'est des tweets, des trucs. Mais attends, j'ai été condamné aussi à 2 mois de prison ferme pour avoir, dans un tweet, pour avoir dit, donc c'est quoi, 120 signes ou 130 signes, c'était au moment où il y avait 130 signes, les juifs ont joué un rôle épouvantable. Donc certains juifs ont joué un rôle épouvantable dans le bolchevisme et les 30 millions de morts. Alors je sais pas si j'ai dit les juifs ou certains juifs, et pour eux ça fait une différence. Tu vois, tu peux dire les Français ont gagné la bataille d'Austerlitz. Alors qu'en fait, c'est certains Français ont gagné la bataille d'Austerlitz. C'est pas les Français. Il n'y avait pas 50 millions de Français à Austerlitz. Hein. Il y avait quoi ? Il y avait 60 000 hommes. Donc, mais il faut dire certains Français. Tu vois, non mais si tu veux, voilà. Mais par contre, avec les Juifs, si tu dis pas certains Juifs, c'est 2 mois de prison ferme. Donc 2 mois de prison ferme pour ça. Et là, c'est en appel. Hein. C'est-à-dire que là, je dois les faire. Ils vont pas te mettre en tôle pour 2 mois. Ils attendent que tu aies 2 ans. Ils te font pas un procès pour un tweet. Ils attendent que tu publies 30 tweets. Ça peut prendre 6 mois. Hein. 30 tweets qui tombent sous le coup de la loi. Ils font leur petit dossier. Ils t'en mettent devant la 17e chambre correctionnelle. Et là, je peux te dire, c'est pas la peine d'espérer t'en sortir. Tu t'en sors pas. La 17e chambre, je suis désolé, je devrais pas dire ça alors que je vais être jugé, mais je le dis quand même parce que ça correspond à une réalité, même si je dois me prendre 3 ans de prison ferme en plus. Non, je pense pas, je serais mort si j'écoutais les militants, monsieur Rissen, bon courage, faites attention à vous, je serais déjà mort. Non mais attends, faut être clair, Céline est mort dans son lit, ok ? Drummond est mort dans son lit, et moi après 15 ans de judéo-scepticisme, mais Soral est encore là, tu vois ce que je veux dire ? Ils sont pas si forts que ça, quoi. Même si, non mais attends, j'ai balancé un tweet cette semaine où je dis qu'effectivement le Mossad a liquidé 3000 personnes ces dernières années. Donc je ne nie pas leur capacité à détruire leurs ennemis, que ce soit clair. Ici on n'est pas au Liban, on n'est pas en Cisjordanie ou en Jordanie. Tu vois, on est en France, ils sont quand même obligés de respecter un minimum, même s'ils sont en général, je veux dire. Non mais il faut qu'ils fassent un peu attention. Un meurtrier juif, il est obligé de quitter le territoire français. On est d'accord. Le mec. Je pourrais t'en parler tout à l'heure, on y revient dans 2 minutes. Mais le mec, dans les années 80, qui avait un militaire, 3 légionnaires, qui poussent un arabe hors du train, par la fenêtre, qui le jette par la fenêtre. L'arabe est mort, ils ont été condamnés. Et parmi les 3 légionnaires, il y avait un juif. D'ailleurs, qui s'est comporté au tribunal d'une manière magistrale. Excusez-moi pour les antisionistes, mais j'y peux rien. Moi, quand un musicien juif fait de la bonne musique, je dis que c'est de la bonne musique. Quand il y a un mec qui se comporte de manière, disons, en homme d'honneur, il faut le dire. Et le mec, il dit, mettez-moi le maximum. Oui, je le fais, je déteste les Arabes, mettez-moi le maximum. Voilà, le mec, il est droit dans ses pompes, il tortille pas du cul. Mais quand un juif, dans les années 80-90, avait planté un commissaire de police dans une manifestation, il a été obligé de quitter le pays, il a été obligé de fuir en Israël. Tu vois ce que je veux dire ? On est quand même encore dans un état de droit. Les Juifs n'ont pas la possibilité de faire tout ce qu'ils veulent. On n'est pas encore en Cisjordanie, tu vois, en Palestine. Un vrai état de droit obtiendrait l'extradition de ceux qui vont se réfugier en Israël. Oui. Dans la pression sur Israël. Voilà, non mais effectivement, il sait très bien que dans l'État d'Israël, il a un traitement de faveur, il ne risque pas d'être extradé, c'est quand même un gros avantage. Même si je crois que Gilbert Chikli... Alors il n'a pas été extradé d'Israël, il a été appréhendé. Gilbert Chikli, tu sais, l'escroc là. Le premier mec qui fait les escroqueries au président en appelant au téléphone des directeurs d'entreprise et en les convainquant de faire un virement bancaire sous différents prétextes. Je l'avais repéré déjà en 2006, j'étais le premier à le repérer. Dans Psychanalyse du judaïsme, je répertorie déjà cette anecdote, mais Gilbert Chikli a fait beaucoup parler de lui depuis, puisqu'il y a eu un film qui a été réalisé sur lui l'année dernière. Et puis, il y a aussi toutes ces escroqueries en ligne, sur la bourse en ligne, dans lesquelles il est impliqué. Donc lui, c'est un super escroc, réfugié en Israël. Il n'a pas été extradé par l'État d'Israël, il a été appréhendé par les flics ukrainiens, qui l'ont remis aux autorités françaises. Mais à mon avis, tu vois, l'État d'Israël aussi protège ses ressortissants. Alors, les super pro-sionistes de F de souche pourraient applaudir des deux mains. Voilà, ils protègent leurs ressortissants, formidable. Sauf que leurs ressortissants nous détestent. Donc on n'est pas obligé non plus on n'est pas obligé d'applaudir l'État d'Israël pour ça. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ils sont cons comme. Est-ce que ils sont vraiment. C'est vraiment le goy, les goys cons comme les manches. Non, moi je me sens pas protégé par l'État français. Et c'est pour ça que je me tue à le dire que notre ennemi, c'est la République française. C'est pas des talibans en Afghanistan, des djihadistes en Syrie ou en Irak, ou des mollahs en Iran. C'est notre ennemi, nous, patriotes français, nous sommes persécutés par la République française. Voilà, c'est clair. Qui me jette la pierre là-dessus ? La désignation de l'ennemi, c'est fondamental. Regarde. Tout simplement. Quand tu as la guerre en Ukraine en 2014, révolution ukrainienne, place Maïdan, etc. Les super sionistes à la Georges Soros, Bernard-Henri Lévy et les financiers qui peuvent y avoir derrière, pour qui ils prennent position ? Pour les nazis ukrainiens, parce qu'il y a quand même pas mal de nazis en Ukraine qui sont foncièrement antisémites, on est d'accord.
ou pour Poutine et la Russie. Pour qui ils prennent position? Ils prennent parti pour les nazis ukrainiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont défini l'ennemi prioritaire. Ils considèrent que Poutine, même si c'est pas un nazi, même s'il peut avoir certaines accointances, certaines relations avec des juifs hassidiques, représente quand même leur pire ennemi, un ennemi beaucoup plus important que les nationalistes ukrainiens, dans leur manière de voir le monde. Poutine, c'est pas 30 000 militants qui jettent des pierres ou avec quelques flingues, quelques fusils. Poutine, c'est une armée de, 3 millions d'hommes et 10 000 têtes nucléaires. Donc pour le mondialisme occidental, il représente une force qu'il faut contenir, voire même si possible détruire. Les nazis ukrainiens, c'est quoi, 30 000 hommes, 30 000 mecs, même pas, qu'est-ce que je dis, 30 000 mecs, ils représentent rien. Sur le plan électoral, ils étaient à 1 ou 2%. Alors certes, ils sont antisémites, certes, ils détestent les Russes, mais ça peut se comprendre quand on est ukrainien. Hein. Moi, regarde, je suis en train de lire le bouquin de Lucien Cerise. Alors Lucien Cerise, je l'ai un petit peu alpagué parce qu'il disait du bien de Staline, tu me parlais de Staline tout à l'heure, mais son bouquin est pas mal, sauf, bon, sur le Troisième Reich, sur Hitler, il divague, comme Pierre Hillard, je suis désolé Pierre, hein, parce que Pierre Hillard considère que Hitler est un avatar du sabbatéo-franquisme. Je veux dire, ça va quoi. Moi cette théorie là, j'en ai un peu soupé. Et Lucien Cerise tombe un peu dans cette ornière en disant qu'il y a une alliance objective entre les sionistes et le Troisième Reich. C'est la même idéologie, raciste, etc. Putain, faut arrêter de dire des conneries les mecs. Ceci dit, Pierre Hillard, Pierre Hillard est un mec sérieux qui fait un travail sérieux. Et Lucien Cerise, moi je suis en train de lire son bouquin sur l'Euromaïdan là. Il écrit en très bon français, c'est très lisible, c'est très bien. Mais sur Hitler, alors je connais pas, j'ai rien contre Lucien Cerise, je l'ai jamais rencontré. Mais sur Hitler, le Troisième Reich, c'est comme Pierre Hillard. Putain, arrêtez de dégueuler sur Hitler. On a 3 films par semaine depuis 50 ans dans lesquels on dit du mal d'Adolf Hitler, on le fait passer pour un salaud ou une ordure. On a des documentaires à foison pour dire du mal du Troisième Reich et des nazis. C'est pas la peine d'en rajouter, les mecs, vous n'êtes pas obligés. Hein. Qu'est-ce que vous espérez? Vous espérez quoi, être diffusé dans les FNAC? Je constate simplement que si disons que le judaïsme mondial a choisi le camp ukrainien, c'est qu'il considère que Poutine représente la menace la plus importante. En Iran, c'est très clair. Pour Daesh, par exemple, ils ont soutenu Daesh. C'est évident que les ont soutenu Daesh au début, en 2011-2012. Mais c'est clair, il n'y a pas de complot. C'est simplement leur intérêt. Leur principal ennemi dans la région, c'est l'Iran, donc on soutient les ennemis de l'Iran, Daesh. Ensuite, quand ça va trop loin et qu'ils se rendent compte qu'ils ont fabriqué un golem ou un Frankenstein, là, ils reconsidèrent le truc. Puis voilà, mais l'important, c'est de définir l'ennemi. En 1914, c'est clair, l'ennemi, c'est la Russie tsariste. En 1917, c'est clair, l'ennemi, c'est l'Empire du Kaiser. En 1940, c'est clair, l'ennemi, c'est le Troisième Reich. En 2016, l'ennemi, pour eux, c'est l'Iran, c'est le Hezbollah, c'est l'arc chiite, c'est évident. Quoi. Maintenant, je suis dans un univers qui est effectivement très différent de celui du judaïsme et du sionisme. Je ne pense pas qu'il y ait de lien à faire entre les racistes sionistes et les racistes occidentaux. Nous avons des intérêts qui sont divergents. Alors vous pouvez me trouver tous les terroristes musulmans que vous voulez, leur faire exploser toutes les bombes que vous voulez dans Paris, ça ne me retirera pas l'idée que mon ennemi, mon adversaire, comme dirait l'autre, c'est la finance internationale, mais c'est surtout la société multiculturelle et l'immigration de masse que la République française nous impose. Donc, mon ennemi, c'est la République française, c'est pas le taliban, le japonais, le chinois ou je ne sais quoi. C'est la République française, et tant qu'on sera en République, je n'aurai de cesse de le dire que ces gens-là, et il n'y a pas que des juifs, loin de là, hein, tous ces francs-maçons, des protestants, des catholiques. Le problème, tu vois, il y a des gens qui ont fait une dichotomie, je pense à Alain de Benoît en l'occurrence, qui dans les années 80 publie des bouquins, lui se positionne clairement anti-chrétien, nietzschéen, anti-chrétien, il considère que le christianisme est délétère en ce sens qu'il est cosmopolite, que n'importe qui peut être chrétien. Lui, il se positionne comme païen, c'est-à-dire issu d'un vieux lignage qui remonte jusqu'à l'Europe pré-chrétienne, les Germains, les Celtes, etc. Ok, c'est très bien, mais il fait, si tu veux, une césure, là où, à mon avis, qu'il n'y a pas lieu d'être, qui n'existe pas vraiment, quoi. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des gens courageux, des gens pas courageux. Les gens pas courageux, les bourgeois, tu les retrouves aussi bien chez les païens aujourd'hui, comme Jean-Yves Le Gallou, Philippe Millot de TV Liberté, ou toute cette mouvance qui ne parle jamais du mondialisme, et qui sont finalement assez proches de certains catholiques, comme... alors, je les connais pas, mais... Thieulois, les Dominique Paoli de Radio Courtoisie, toute cette mouvance-là qui sont catholiques et qui ne parlent jamais du mondialisme. Tous ces gens-là critiquent essentiellement l'islam, de manière un peu plus annexe l'immigration, mais ne parlent jamais de race blanche, ne parlent jamais de sionisme et surtout pas de judaïsme. Donc ils sont païens, ils sont cathos. Moi je fais pas de distinction. Il y a des gens qui ont du courage et des gens qui n'en ont pas.
Il y a des gens qui enfoncent le clou, qui enfoncent un coin dans le système de pensée occidental et contribuent à enfoncer le coin. Dieudonné en fait partie, Soral en fait partie, et avec toutes les divergences qui me différencient de Soral et Dieudonné, ce que je vois, c'est qu'au moins, eux, ils ont une certaine forme de courage et de fermeté intellectuelle. Là où d'autres pensent, je sais qu'autour de Le Gallou, il y a des gens qui pensent comme nous, hein. Moi, je m'étais un peu foutu de leur gueule sur Twitter, je disais, parce qu'il y a beaucoup d'admirateurs du Troisième Reich. Oui, je le dis clairement, il y a des admirateurs du Troisième Reich autour de Jean-Yves Le Gallou. Je m'étais foutu de leur gueule en disant, ce sont des gens, des nazis, en costard, qui ont tous juré solennellement de ne jamais critiquer Israël. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont nazis, ils critiquent jamais Israël. Alors, c'est quoi être nazi? Je veux dire, c'est quoi être nazi si être nazi? Je dis, vous n'êtes pas des nazis, vous êtes des identitaires, c'est-à-dire que vous êtes anti-musulmans, anti-arabes, parce que vous en avez ras-le-bol de l'immigration, ça peut se comprendre. Mais finalement, le résultat, c'est quoi? Parce que moi, je regarde toujours le résultat, l'obtention de résultats. Ça aboutit à quoi? Vous allez vous engager dans l'armée, faire la guerre en Afghanistan, ou en Syrie contre Daesh, ou en Iran contre les mollahs. C'est ça votre truc? Finalement, vous combattez pour Israël, donc vous êtes des neuneux, quoi. Pour moi, il n'y a rien de pire, c'est ce que disait Céline. Dans Bagatelle pour un massacre, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, puisque Gallimard a finalement refusé de rééditer Bagatelle pour un massacre et les deux autres pamphlets de Céline. Dans les 300 premières pages de Bagatelle pour un massacre, ou au moins dans les 200, si je me souviens bien, les 200 premières pages de Bagatelle pour un massacre, il dit pas de mal des Juifs, il dit du mal des goy. Il dit, vous êtes trop cons, vous êtes nuls, on vous baise la gueule, vous êtes là, on vous prend par le bout du nez, c'est lui l'ennemi, allez, va te battre du con, va te battre contre l'ennemi. Écoute, moi j'aime pas tellement les êtres humains, mais je trouve que l'humanité est belle, et je pense, enfin, pardonnez-moi, moi je suis un peu raciste, enfin même en fait complètement, d'ailleurs pour paraphraser Léon Daudet, je suis tellement raciste que parfois j'en perds le souffle. Et moi je trouve que l'homme blanc tire l'humanité vers le haut. Voilà. Et je te dis, je peux dire ça à un noir, un arabe, ça me pose aucun problème, parce que moi j'aime ce que je suis, et j'aime mes compatriotes, et j'aime les gens qui sont comme moi. Mais ça veut pas dire que, au fond de son désert, un arabe peut pas être pareil, peut pas avoir une belle âme. Ça veut pas dire qu'au fond de sa forêt, un hindou en Inde, un indien en Inde peut pas avoir une belle âme. Moi, regarde, moi j'ai traversé toute l'Europe centrale avec un sac à dos. J'avais un budget à l'époque de 3 € par jour. Je peux te dire que je dormais pas dans des hôtels de luxe, hein. Il m'arrivait de dormir sur le bord des routes ou alors dans des hôtels, tu soulevais le matelas, t'avais des cafards, enfin c'est des cucarachas, c'est des cafards qui sont comme ça. Et la nuit, si tu veux, ils me recouvraient, quoi, hein. Enfin, ils me recouvraient, j'exagère. J'en avais, quoi. J'ai été obligé de les dégager de ma joue, tu vois, c'était vraiment atroce. Mais quand t'as 20 ans, tu t'en fous, tu fais ce que tu veux. Mais j'ai vu des gens formidables. En Colombie, j'ai vu des paysans gratter la terre au milieu de rien, il n'y avait pas de route, il n'y avait rien, quoi. Il y avait le bonheur qui brillait dans leurs yeux. Ils étaient heureux d'être là, ils étaient heureux de vivre. L'humanité, elle peut être vachement belle, elle est belle. Mais il y a des gens qui rendent l'humanité moche. Et moi, c'est vrai que, alors, tu vois, si tu me dis, est-ce qu'il te reste des restes, des reliquats de ton passé gauchiste? Moi, j'aurais tendance à te dire, c'est tellement loin de moi, je suis dans un univers complètement différent, j'aurais tendance à te dire non, mais peut-être, en cherchant bien, je me dis, moi, je suis pacifiste, je déteste la guerre. Je veux dire, franchement, et surtout aujourd'hui, avec les fusils à lunettes, les bombes téléguidées derrière des drones. Le meilleur des combattants, le mec le plus courageux, il disparaît de la Terre sans savoir ce qui lui arrive. Et ces guerres aujourd'hui n'ont pas de raison. Moi je veux bien me battre, mais 14e siècle. Non mais 14e ou 15e siècle, guerre de 100 ans, sur un cheval ou même à pied, avec une hache et une épée, je veux bien me battre. C'est-à-dire que là, tu sais qu'il y a un mec en face de toi qui a la même hache que toi, la même épée que toi. Il y en a un des deux qui va mourir. Là, ok. Tu t'entraînes, tu fais ce qu'il faut. C'est la guerre des goy. Mais on a en face de nous des gens qui ne font pas la guerre comme ça. On a en face de nous des gens qui vont te culpabiliser, qui vont te mettre à genoux, qui vont te dire « Tes grands-parents, ce qu'ils ont fait contre ma famille, c'est atroce. Tes arrière-grands-parents, ce qu'ils ont fait en Afrique, c'est atroce. L'adversaire te culpabilise. Ce qu'ont fait tes parents en Algérie, c'était vraiment dégueulasse. Ce qu'ont fait tes grands-parents à Auschwitz, c'était vraiment dégueulasse. Ce qu'ont fait tes arrière-grands-parents en Afrique, ils ont pillé l'Afrique, c'était dégueulasse. Ce qu'ont fait tes arrière-grands-parents contre les Juifs avec l'Inquisition et les protestants, c'était vraiment dégueulasse. Ce qui fait que tu te mets à genoux et tu demandes pardon. Et comme dit Sun Tzu, dans l'art de la guerre, la meilleure bataille que tu puisses gagner, c'est la meilleure guerre que tu puisses gagner, c'est la guerre où tu n'as même pas eu besoin de livrer bataille. C'est-à-dire que tu as démoralisé ton adversaire de telle manière à ce qu'il rende les armes sans même se combattre. Il y a une scène, tu vois, dans le film de Luc Besson, Jeanne d'Arc, il y a une scène que j'aime bien, c'est que tu as les deux armées face à face, l'armée française, l'armée anglaise. Et Jeanne d'Arc, pour cette scène, je trouve que le film est magnifique, qui dit aux Anglais, j'ai déjà vu trop de sang versé, retournez d'où vous venez, je ne veux pas voir d'autres sang versé, mais si vous avancez,
vous périrez. Et là, les Anglais se posent des questions et rebroussent chemin. Et c'est fondamental, ça, parce que c'est pas une guerre d'armure, de hache et d'épée. C'est une guerre de conviction. Si tu montres à ton ennemi qu'il va s'en prendre plein la gueule, et même si t'es tout petit, hein, et si tu le dis avec beaucoup de force, ton ennemi rebrousse chemin et part. Tu vois, moi, je suis pas du tout quelqu'un de physique, hein, mais je sais que... Et pourtant, en plus, j'étais de gauche. Je suis plutôt quelqu'un de pacifique. Mais il était 23h le soir, il y avait une cabine téléphonique, il n'y avait pas de téléphone portable à cette époque. Le mec, il téléphone, il repasse un deuxième coup de fil. Moi, je me lève là, il faisait froid. J'étais dans un quartier, ça devait être dans le 11e ou dans le 20e arrondissement. C'était un colosse, le mec, je l'ai sorti de la cabine. Mais parce que j'étais ulcéré de voir qu'il voyait bien que j'attendais pour téléphoner. Et j'étais très nerveux, là. Voilà, et il est sorti de la cabine. Eh bien, il y a des gens qui sont tellement convaincus de ce qu'ils pensent. Tout de même, c'est clair que quand tu es très convaincu de ce que tu penses, tu propages ce que tu penses, tes certitudes, beaucoup plus facilement que quelqu'un qui n'est pas convaincu. Un bon vendeur, tout le monde le sait, un bon vendeur, il peut vendre n'importe quoi. Il est convaincu de son œuvre, de son art, il vend beaucoup plus facilement qu'un mec qui n'est pas convaincu, qui dit non, c'est de la peinture de merde, mais achète-le moi pour m'aider. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je reviens à ça parce que justement je te disais que les Blancs étaient souvent moins sympas que les étrangers dans Paris. Et lui il le constate aussi, que oui, les Blancs sont plus renfermés sur eux-mêmes, plus nerveux, moins ouverts. Mais dans le métro, tu prends le métro à Paris ou le bus, ceux qui rigolent, qui se marrent, qui sont heureux, c'est les Noirs. Hein. Pas forcément, déjà parce que c'est un peu leur nature de danser, enfin, c'est pas méchant ce que je dis, mais deux, ils ont tout qui leur tombe dans la bouche, ils ont les allocations familiales, tu crois qu'ils payent des loyers, mais quand t'habites dans une banlieue pourrie, tu payes pas ton loyer, tu payes pas l'électricité, tu payes rien. Ensuite t'as France Télécom qui vient de dire, Orange qui vient de dire que t'as le téléphone gratuit si tu veux, t'as le métro gratuit, je veux dire, ils ont tout pour être eux et ils se marrent. Ils dansent sur notre canal, ils voient que les Blancs, ils baissent les yeux, ils rasent les murs, donc ils en profitent, c'est normal. Moi, c'est vous que je remercie de m'avoir interrogé, et je vous souhaite qu'on aime l'humanité ou pas, il faut vivre longtemps, la vie est courte. La vie est courte, il faut faire ce qu'on a à faire dans la vie, quoi. Et, tu vois, le mot le plus fort qui a été prononcé par toute personnalité française depuis 30 ans, c'est Dieudonné qui l'a balancé il y a quelques années. La vie est courte. Ok ? Quand t'as 20 ans, t'en as rien à foutre de ça, hein. Comme disait Jacques Brel, à 30 ans commence le compte à rebours, après 40 ans, tu te rends compte que ça va de plus en plus vite et que ça se termine. Alors même si tu laisses une descendance, tout ça, moi je sais que j'ai envie de vivre. Je sais, non mais moi je te répète que j'aime pas l'humain. Non mais moi je suis pas forcément tellement humain, mais j'ai envie de vivre, j'aime la vie malgré tout, quoi. Même si je suis pas en extase devant tous les êtres humains, mais je m'intéresse à la nature humaine et puis on a qu'une vie. Je vais me mettre les cathos à dos et les musulmans qui croient à la vie après la mort. Non, j'espère qu'il y a une vie après la mort. Peut-être que c'est, j'en sais rien. Mais moi j'ai envie de, voilà, je veux profiter de la vie et surtout, je veux que personne ne me reproche de ne pas avoir fait mon boulot. Je veux que personne ne me reproche de ne pas avoir fait mon travail, de ne pas m'être comporté comme on aurait pu aimer que je me comporte. Si je dois crever ce soir, je crève ce soir. Si tu me dis que là, il y a 200 Israéliens armés de fusils mitrailleurs qui vont me tuer quand je sors, si ça doit se terminer ce soir, ça se termine ce soir. Mais je ne me comporterai pas autrement que ce que le devoir m'impose. Ce que le devoir m'impose, tu vois. Ce que l'honneur m'impose. Alors, je termine là-dessus. Merci à vous, les gars.